Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à l'échiquier international en direct de Al 24 News. L'actualité sur l'Iran se poursuit. Après l'annonce du cessez-le-feu applaudi par tous, les tensions sont déjà perceptibles devant des conditions que Washington considère comme impossibles et Téhéran qui avertit qu'un accord sans l'acceptation des 10 points ne sera jamais signé par le guide suprême. Un accord qui exclut le Liban ne sera jamais accepté. 2 points essentiels qui remettent les événements dans leur contexte, à savoir que l'agression militaire contre le Liban n'est que l'extension de la guerre contre l'Iran et non deux causes complètement distinctes. Tout de suite, les développements. Alors, pour en parler ce soir et décrypter le fond de l'actualité et les événements et les développements ou les derniers développements concernant la question de la guerre contre l'Iran, nous rejoint Omar Benbarti, analyste des questions internationales, également journaliste. Omar Benbarti, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir madame et bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous et merci à vous. Nous rejoindra également Mohamed Salah Djemel, enseignant-chercheur en sécurité internationale, et bien sûr Manuel Pouchelet, expert des questions internationales. Tout de suite, nous commençons avec vous, Omar Benbarti. Alors hier, c'était un petit peu la joie quelque part et un soulagement, surtout pour ceux qui sont touchés directement par cette guerre contre l'Iran. Mais il s'avère que la joie a été de très courte durée, puisque de toute façon, le bras de fer se poursuit sur le plan des négociations. Aujourd'hui, Téhéran qui dit que si la question sur le Liban n'est pas réglée, à savoir s'il n'y a pas d'arrêt des hostilités contre le sud du pays et même certains banlieues de Beyrouth, eh ben, le guide suprême ne signera pas, si vous voulez, cet accord. De l'autre côté, Washington dit que ces conditions sont pratiquement impossibles. Et donc, finalement, quel serait, selon vous, le terrain d'entente ou le dénominateur commun ou le point commun sur lequel peut-être on pourrait trouver de consensus, ou est-ce qu'on va carrément vers l'éclatement? Moi je pense qu'on va vers l'éclatement dans la mesure où ce qui se passe actuellement au Liban en particulier, parce que les hostilités ont quelque peu cessé en Iran et au cours des pays de l'Iran. Mais au Liban, ce qui se passe, c'est, comme disent les Nations Unies, c'est un véritable carnage qui est mis en œuvre par Netanyahou. Et ça démontre une seule chose, ça démontre que la solution sera très difficile à trouver et va se produire à partir du samedi prochain au Pakistan. On ne sait pas encore si les négociations, de toute façon, ça reste un dialogue relativement de sourds. Toujours est-il que la Maison-Blanche, le chaud et le froid, et nos amis iraniens ont tendance un petit peu à ne pas vouloir dissocier la question libanaise du cessez-le-feu, puisque cessez-le-feu, il en est question. Mais il est hors de question pour les Iraniens de faire en sorte que le cessez-le-feu n'inclut pas le Liban. Or, le Liban fait l'objet depuis hier d'un massacre, de véritable carnage, et ce que font les Israéliens dans ce pays est absolument condamnable. Sauf que personne ne dit rien, personne ne réagit, aucun des dirigeants dans les pays arabes ne dit un mot, personne ne souffle un mot. Il y a des millions, des milliers de personnes qui sont assassinées tous les jours. Monsieur Benbarti, dans ces cas-là, étant donné qu'on a vu que les 10 points qui ont été exposés et soumis à Washington, aux États-Unis, il y avait la question libanaise. Cette question libanaise qui finalement se pose avec acuité, c'est comme si c'était une question complètement distincte, alors que, si vous voulez, s'il y a eu attaque aujourd'hui et avec autant de violence et reprise de l'agression contre ce pays, c'est parce qu'on a profité de cet état de chaos concernant l'Iran. Et donc, on voit que le premier qui donc interlocuteur, si vous voulez, ou celui qui réagit en premier après donc ces 10 points qui ont été élaborés, c'est l'antitétionniste. L'antitétionniste qui dit les négociations ne concernent pas le Liban. Le Liban pourrait peut-être parler en son nom quelque part. Le Liban, personne, même les pays arabes se taisent et ne disent pas
Quant au gouvernement libanais, non pas le gouvernement de l'OPET, pour ne pas les appeler non, mais toujours est-il que la résistance, c'est la seule qui s'exprime et qui ose dire non à l'entité sioniste. Et ce qu'a fait l'entité sioniste, c'est un véritable crime, puisque au départ, les 10 points, la feuille de points qu'elle a mis aux États-Unis a été acceptée. Et dans cette feuille de 10 points, il était question d'une paix globale, qui touche aussi bien l'Iran, mais aussi de tous les fronts sur lesquels est engagé les États-Unis d'Amérique. Et bien entendu, ce sont les plus précieux, et l'entité sioniste. Donc, Israël joue dangereux dans la mesure aujourd'hui, bon, il faut de ne plus être partie prenante des bombardements. Et ils ont une carte dangereuse. Et le gouvernement libanais, c'est une situation tout à fait impossible dans la mesure où rien n'est possible. Le gouvernement libanais n'est pas en mesure de négocier quoi que ce soit. Il a essayé de l'ambassadeur d'Iran et vous savez comment ça s'est terminé. L'ambassadeur d'Iran a refusé de quitter le territoire du Liban, ce qui est tout à fait normal. Mais les pays arabes, le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Koweït, etc., ne disent pas un seul mot concernant la violation du cessez-le-feu qui a été accepté. Le seul pays qui réagit violemment, c'est le Pakistan, a engagé sa et a engagé toute sa crédibilité dans cette affaire. Oui, alors je ne sais pas si Monsieur Pouchelet est avec nous. Oui, bonjour madame, je vous entends, merci pour votre invitation. Merci à vous. Alors, Monsieur Pouchelet, finalement, est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui on fait courir le risque à toute la région d'une insécurité et d'une, si vous voulez, d'un vol en éclats de ces 10 points qui pourraient peut-être au moins instaurer, ne serait-ce que provisoirement, un cessez-le-feu jusqu'au moment où on peut trouver peut-être une sortie ou une issue de crise, et qu'aujourd'hui on est en train de prétexter du côté américain ou même encore du côté donc de l'entité sioniste du facteur ou de l'élément Liban, comme si c'était un nouvel élément qui pouvait perturber éventuellement, si vous voulez, la finalisation de cet accord, alors que dès le départ, la condition des arrêts des hostilités contre le Liban était émise. Vous savez, la question du Liban est toujours particulière, surtout au Moyen-Orient, dans la mesure où c'est un pays qui a toujours été, on va dire malheureusement, la victime de certaines contradictions régionales, mais y compris, j'allais plutôt dire, des immixtions occidentales. Ce qu'il faut retenir dans cette affaire, moi ce que je remarque, c'est que déjà pour obtenir cette forme de stabilité ou de recherche de cessez-le-feu, il faudrait déjà que toutes les parties en présence cessent vraiment le feu, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Je vous ferai remarquer concernant l'histoire du Liban, et vous m'interrogez sur ce pays que je connais très bien puisque j'en ai même la nationalité, ce qu'il faut retenir principalement, c'est qu'aujourd'hui, le Hezbollah est un parti politique, mais également une organisation qui a décidé, si vous voulez, de contredire Israël sur le terrain. Mais en même temps, vous avez une incursion israélienne au sud-Liban qui inquiète beaucoup les Libanais, et notamment avec des frappes qui sont faites carrément en dehors du droit international, et violations, et en effet, personne ne réagit. Mais si vous voulez, aujourd'hui, le Liban catalyse à lui seul toutes les contradictions de cette région qu'est le Moyen-Orient, ainsi que les rapports de force que nous avons avec l'Occident, et notamment les Américains. Ce qu'il faut retenir dans cette affaire principalement, et sur les points que vous avez évoqués, qui ont été évoqués entre le plan avec les Iraniens et les Américains, j'ai l'impression que la question libanaise, excusez-moi, a été mise de côté parce que c'est un cas particulier, si vous voulez. C'est ça ce qu'il faut retenir, il faut que les téléspectateurs le comprennent bien. C'est très important de le mentionner dans la mesure où il y a une spécificité libanaise où j'ai à cœur de sortir à chaque fois cette petite phrase qui a été prononcée par un étudiant libanais en 1977. Si tu penses avoir compris la crise libanaise, c'est qu'on te l'a mal expliqué. En 2026, force est de constater que c'est exactement la même chose, mais en même temps, le fait qu'il y ait un cessez-le-feu avec l'Iran fait en sorte qu'Israël attaque de manière plus soutenue son contradicteur qui est le Hezbollah, avec malheureusement des victimes civiles. Et pour l'instant, le président Aoun a appelé à l'aide, notamment avec demandant une résolution du Conseil de sécurité pour que cesse le feu, puisque, je le rappelle, c'est un petit pays et qui, au sein de des peu de millions d'habitants, vous avez maintenant quasiment 1 200 000 déplacés, ce qui est supérieur au quart de la population libanaise présente sur place. Donc cela crée des tensions. Et aujourd'hui,
cela bouscule ce que les Libanais craignent, si vous voulez, l'équilibre communautaire qui, jusqu'à présent, avait, depuis l'explosion du port en 2020, trouvé une forme d'équilibre dans la mesure où on parle d'un Liban un peu plus uni, notamment avec la volonté du président de la République, M. Aoun. Oui, alors dans ces cas-là, Manuel Pouchelet, pour rester dans la question libanaise, ce qu'elle a de particulier, c'est peut-être aussi le fait qu'aujourd'hui il existe une résistance sans laquelle peut-être que le Liban aurait été, si vous voulez, complètement investi par cet antitétionnisme qui ne trouve d'obstacle que par cette résistance. On sait très bien que depuis quelque temps, c'est-à-dire depuis que la guerre contre l'Iran a commencé, il y a eu des avancées très rapides du côté du sud. Et maintenant, on atteint même la banlieue de Beyrouth. Et encore, la guerre contre l'Iran n'est pas encore terminée, puisqu'il s'agit juste d'un cessez-le-feu de 15 jours, tant que les deux parties puissent plus ou moins se mettre d'accord. Se mettre d'accord avec 10 points, dont un point, le Liban. De quelle manière, Manuel Pouchelet ? Alors écoutez, il y a quand même des nouvelles entre guillemets rassurantes puisque le président libanais a déclaré vouloir négocier, si vous voulez, avec Israël, chose qui n'était jusqu'à présent jamais arrivée. Ce qui preuve en est, si vous voulez, qu'aujourd'hui, il faut savoir que le Liban est sous pression régionale et y compris internationale dans la mesure où toutes les autorités, je pense à l'ONU, je pense également à l'Europe, je pense même aux pays de l'OPEP, demande au Liban, si vous voulez, de clarifier et de faire preuve de transparence. C'est le travail du président M. Aoun qui, justement, réussit. Et aujourd'hui, il souhaite trouver rapidement un compromis pour que cesse, si vous voulez, cette agression israélienne. Parce que je rappelle, en fait, Israël connaît très bien le pays dans la mesure où elle avait déjà envahi le pays avec l'opération Paix en Galilée en 1982. Ce qui mobilise, et ça, les Israéliens ne vous le diront jamais, ils vous diront deux choses pour justifier leur présence au sud Liban. La première, c'est assurer la sécurité à leur comment dirais-je, frontière nord, et de se libérer et d'éteindre, on va dire, ce mouvement de la résistance qu'est le Hezbollah que vous m'avez mentionné. Il y a un deuxième enjeu dont on ne parle pas, qui est un enjeu que l'on retrouve également à Gaza et en Cisjordanie, c'est la ressource naturelle qu'est l'eau. Il faut savoir qu'au Moyen-Orient, dans cette partie du Moyen-Orient, le Liban est considéré comme un château d'eau. Et figurez-vous que les Israéliens ont besoin de cette eau pour une partie de leur industrie agroalimentaire et ce dont ils se servent, puisqu'il faut savoir que pendant l'occupation israélienne au sud Liban, et même au Liban jusqu'en les années 2000, ils avaient, si vous voulez, créé des systèmes de manière à pouvoir capter l'eau au Liban et ainsi alimenter les cultures. Ce qui est dommage, cela fait voler en éclats, si vous voulez, des accords beaucoup plus anciens où, avec la Syrie, la Jordanie et le Liban, il était question justement de raviver le Jourdain, puisque vous savez que le réchauffement climatique, vous avez aussi cet enjeu environnemental. Mais il y a un point très essentiel. Oui, allez-y. Il y a un point très essentiel, Manuel Pouchelet, c'est que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est pas de quel problème souffre le Liban en lui-même par rapport à ces fleuves qui sont donc le Jourdain et le Litanie, qui en ce moment même où on se parle seraient sous contrôle de l'antitétionnisme, c'est ce qui a été toujours l'objectif, qui n'ont jamais perdu de vue cet objectif. Aujourd'hui, le problème qui se pose, pourquoi le Hezbollah, pourquoi, si vous voulez, cette résistance libanaise aujourd'hui pose-t-elle autant de problèmes à l'antitétionnisme qui veut absolument en découdre et démilitariser, alors qu'on sait très bien qu'ils ne sont pas encore démilitarisés et déjà ils ont si vous voulez, grignoter pratiquement la moitié du territoire libanais. Alors, vous rendez-vous compte lorsque ça ne sera plus le cas? Le problème qu'il y a, c'est que normalement, la mission que vous m'évoquez, elle est confiée à l'armée libanaise, sauf que l'armée libanaise n'a pas les moyens, avec bien entendu le patronage de la FINUL. C'est ça qu'on a tendance à oublier. C'est qu'il y a beaucoup trop d'acteurs qui s'immiscent dans cette affaire. Vous avez la FINUL, vous avez l'armée libanaise, et puis bien sûr, il y a le Hezbollah qui est avec une forte empreinte iranienne de résistance dans la région par rapport à Israël. C'est ça l'enjeu. Et finalement, quand vous regardez la situation et analysez la situation, il est très difficile, y compris pour les habitants de la région, d'y voir clair, puisque si vous voulez, il y a toujours une forme d'interprétation malheureusement, donc du doute, excusez-moi, oui, je vais dire le doute, qui profite, c'est là que ça devient dangereux, qui profite à Israël et qui en profite pour envahir. Mais je reviens à ce que je vous disais il y a quelques minutes, oui. Israël en profite, si vous voulez, au nom de sa sacro-sainte sécurité. Moi, je vais vous le dire, j'ai eu la chance de servir à la FINUL.
tous les messages que l'on recevait étaient toujours les mêmes, notamment quand en 2006, je suis allé avec le mandat résolution 1701, où la France avait mis des moyens puissants à la FINUL, donc la FINUL 2, avec des moyens renforcés pour justement faire reculer à l'époque Israël qui avait déjà envahi le sud Liban, notamment au niveau du Litanie, comme elle le fait aujourd'hui, si vous voulez. Aujourd'hui, la FINUL n'a plus les mêmes moyens. Il y a de nouveaux commandeurs. Il y a également, elle est aussi bloquée, si vous voulez, parce qu'elle est aux ordres du Conseil de sécurité, notamment du secrétaire général des Nations Unies, où pour l'instant, ce que vous remarquez vous-même aussi, c'est qu'il y a une complète négation du droit international dans cette région, où pour l'instant, on s'octroie le droit d'attaquer l'autre au nom de principes de sécurité ou de soi-disant obtention de telle ou telle stratégie. Oui, voilà. Merci Manuel. Omar Benbarti, je me tourne vers vous d'abord. Il faut dire que depuis hier, donc, le gouvernement algérien s'est félicité, a réagi, s'est félicité que les deux parties concernées donc, par cette guerre soient parvenues à un accord de principe qui prévoit la cessation des opérations militaires dans la région du Golfe et du Moyen-Orient. Ceci d'une part. D'autre part, aujourd'hui, est-ce que vous pensez aujourd'hui que parce que il y a, on dit qu'il se prémunit d'une agression. Manuel Pouchelet parlait du fait que, c'est-à-dire qu'on est là parce que l'antiterroriste se prémunit d'une agression. Alors que depuis que, bien sûr, la région existe, le Moyen-Orient tel qu'il est, c'est toujours l'antiterroriste qui est l'agresseur et jamais le contraire. De toute façon, ceci d'une part, et surtout lorsqu'on sacro-sainte de sécurité, est-ce que ça lui donne effectivement tous les pouvoirs, y compris ceux de l'annexion? Parce que c'est ce qui se passe, au fait. C'est des annexions de territoire après la Cisjordanie, l'écrasement et le rasage de complètement la bande de Gaza. Aujourd'hui, on se tourne vers le Liban. D'ailleurs, un Liban qu'on n'a jamais perdu de vue. Hein. On a toujours eu l'œil sur lui. Donc, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, l'Iran a raison ou a des raisons de soutenir ou d'insister sur le fait que les arrêts des hostilités doivent également concerner le Liban? Absolument, et c'est exactement ce pourquoi l'Iran s'est battu. L'Iran, cela fait 47 ans qu'elle développe une stratégie qui consiste à faire en sorte qu'Israël ne devienne pas ce qu'elle est en réalité, c'est-à-dire un monstre. Ce n'est rien d'autre que ça. Un monstre qui assassine, qui tue les gens, qui s'occupent royalement du droit international, qui est conscient et qui assassine les femmes et les enfants. Ça a été prouvé à Gaza, ça a été prouvé depuis des lustres. Depuis que cette entité existe, depuis 1948, elle fonctionne de la même manière. Donc aujourd'hui, ce n'est pas ni l'Iran ni le Liban qui sont en cause, c'est cette entité qui n'a strictement rien à faire dans cette région. C'est-à-dire que l'Occident n'a jamais voulu encaisser l'idée que le fait d'avoir instauré un État qu'il est appelé Israël, pour faire venir des gens de partout dans le monde, des Biélorusses, des Ukrainiens, des je ne sais trop quoi, et on les a appelés et on en a fait des habitants de cette région. Aujourd'hui, le discours messianique, un Benjamin Netanyahu qui, lui, est une fripouille finie, puisqu'il est attaqué par la Cour pénale internationale, c'est un criminel de guerre. Il ne faut pas perdre ça de vue. Oui. On voit ce qu'il fait, on parle de frappe à l'étranger, à l'international, ce ne sont pas des frappes, ce sont des bombardements. Il faut les appeler par leur nom. C'est un pays qui est bombardé à H24, ce ne sont pas des frappes. Oui. À partir de ce moment-là, le fait de bombarder des femmes et des enfants, ça avance à quoi? Ça avance à une seule idée. L'Iran n'a jamais failli à cette tradition. Et à partir du moment où cette tradition consiste à faire en sorte que cet État ne puisse pas se développer au détriment de la Jordanie, de la Syrie, de l'Irak et du Liban, à partir de ce moment-là, il est évident qu'il va avoir tous les atouts en main pour se développer et faire en sorte qu'il puisse être mené par le bout du nez un Donald Trump qui ne représente rien. Très bien, Omar Benbarti. Donc, nous rejoint à l'instant Mohamed Salah Djemel, enseignant-chercheur en sécurité internationale. Mohamed Salah Djemel, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous. Alors, monsieur Mohamed Salah Djemel, je rappelle que vous êtes analyste des questions internationales. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Liban peut servir de faire valoir ou même de prétexte pour que ces conditions donc exposées de part et d'autre ne voient pas le jour?
Ou si vous voulez que la solution de paix ne se prolonge pas plus que de 2 semaines. Étant donné que J.D. Vance avait, et je le rappelle, dit que il semblerait que, je le cite, les Iraniens pensaient que le Liban faisait partie du cessez-le-feu. Ça veut dire que le Liban n'est pas concerné quelque part. D'accord, merci beaucoup. En fait, la question du Liban doit être abordée avec, avec beaucoup d'analyses. Bon, le Liban, par sa configuration interne fragile et sa position géopolitique, se retrouve souvent au croisement des tensions qui les dépassent malheureusement. Et dans ce texte, je pense qu'il est effectivement pas possible que certains acteurs utilisent la situation libanaise comme levier tactique, voire comme espace de pression indirecte, comme ou pour influencer des équilibres plus larges, je pense, au Moyen-Orient. Et cela ne signifie pas nécessairement que le Liban est volontairement ou nécessairement plutôt instrumentalisé de manière systématique, mais plutôt qu'il devient en raison de, comment dirais-je, oui. Voilà, en raison instrumentaliser plutôt d'une manière systématique et structurelle un terrain où se projette des rivalités régionales et internationales. En fait, cette réalité peut, à mon avis, dans certains cas, retarder ou compliquer la mise en œuvre de conditions politiques ou sécuritaires négociées ailleurs. Et donc, voilà, dans une lecture, à mon avis, plus stratégique, en cohérence avec une approche défendue, notamment par des pays, des pays qui soutiennent le Liban, il est nécessaire de rappeler que la stabilité du Liban ne peut être réduite à une variable justement dans des équations géopolitiques plus larges. Oui. Et le principe, pour moi, de souveraineté est dans l'ingérence centrale. Toute tentative de transformer le Liban, en simple instrument de négociation ou en prétexte risque d'aggraver les fragilités internes du pays. Oui. Et je pense que et même de prolonger des crises au lieu de les résoudre. Oui, l'expérience régionale réellement montre que les solutions durables passent par des processus politiques inclusifs, respectueux des équilibres internes. Très bien. Et non par des logiques de contournement ou de pression indirecte. Très bien, oui. Allez-y, voilà. Terminez votre idée, Monsieur Jemal. Voilà. Comme je disais, ainsi, plutôt que de considérer le Liban comme un faire-valoir ou un prétexte, il serait plus pertinent de le voir comme indicateur sensible des tensions régionales. Parce que la question là est très sensible. Oui, lorsque très bien. Les équilibres se dégradent ailleurs, cela répercute automatiquement sur le Liban. Voilà. Merci. Donc, Mohamed Salah Jemal. Manuel Pouchelet, finalement. Il faut dire que on a plusieurs, on va dire, déclarations de part et d'autre. Alors, les Iraniens disent que non, le Liban fait partie, c'est le théâtre libanais, est inclus dans l'accord. D'autres disent que non, il y a eu un malentendu. Finalement, est-ce qu'on va sacrifier le Liban ou est-ce qu'on va reprendre ? Brièvement, Monsieur Manuel Pouchelet. Oui, je vais faire très rapide. Vous savez, je pense que le Liban fait de toute façon partie de toutes les équations au Moyen-Orient, dans la mesure où sur son territoire, vous avez la représentation communautaire de toutes les communautés du Moyen-Orient. Donc forcément, il doit faire partie de cette solution de paix et il est temps que le Liban retrouve sa place et il avait retrouvé sa place avec le président Aoun. Ce serait dommage que cela vole en éclats, malheureusement. Oui.
Merci beaucoup Manuel Pouchelet. Je rappelle que vous êtes expert en questions internationales. Merci également à Mohamed Salah Djemel, enseignant-chercheur en sécurité internationale qui était avec nous depuis Galma. Et bien sûr, un grand merci à Omar Benberti, analyste des questions internationales. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.